Bonsoir, bienvenue à tous dans la saison 2 de Brin de Pensée et le 4e épisode. Brin de Pensée, c'est le podcast qui parle de tout et de rien, et surtout de rien. Art, famille, féminisme et questions existentielles seront mis à l'honneur pendant ce moment de partage. Et vous l'aurez reconnu, vous êtes avec Nora. Aujourd'hui, nous allons parler de mode, tissu et créativité avec Cindy, qui vient nous parler de son travail. Avant de commencer, juste une parenthèse, vous n'êtes plus sans savoir que sur BDP, donc Brin de Pensée, on enregistre nos introductions en post-prod, et pour des raisons plus qu'évidentes, nous avons choisi de biper le nom de l'entreprise de Cindy. Cela n'empêche en rien la compréhension de son travail. Allez, je vous souhaite une bonne écoute. Les ombres du quotidien, styliste. Bonjour Cindy. Bonjour. Bon du coup Cindy, je vais te laisser te présenter et nous dire ce que tu fais dans la vie. Du coup, je m'appelle Cindy, j'ai 28 ans, mais 25 dans ma tête. Et je suis styliste. Alors, sur les papiers, c'est écrit responsable de collection, mais en vrai, je suis plus styliste. Et donc, je m'occupe de tous les vêtements de la petite fille. Et c'est à Paris. Est-ce que tu peux nous raconter une journée type ? Alors, une journée type, ça va être compliqué, mais par contre, je peux te parler plus d'une collection. Enfin, comment ça se passe un peu, comment on procède et tout, parce que ça fonctionne pas vraiment par journée, on va dire. Nous, en fait, on crée des collections donc, qui vont être en magasin. Donc, il y a printemps, été, automne, hiver, donc comme tous les magasins. Ces collections, on les travaille 1 an à l'avance parce que, en fait, avec les temps de production, le temps que nous, on fasse les vêtements et tout ça, c'est assez long. Puis ça permet de s'inspirer aussi un peu de plein de choses pour pouvoir produire les collections qui seront en magasin. Et dans l'ordre, en fait, nous, on commence par faire des recherches de tendances. Alors, à l'enfant, c'est un peu particulier parce qu'on ne peut pas partir des défilés et tout ça comme ça se passerait pour le prêt-à-porter femme ou homme. Mais on va s'inspirer, de films ou de dessins animés qui vont sortir au cinéma, d'expositions, de livres. Après, il faut savoir qu'il y a quand même des thématiques qui sont récurrentes et qu'on réutilise régulièrement. Déjà, ça, c'est la première partie. On fait des recherches de tendance. Ensuite, on va faire un peu des gammes de couleurs. Tu vois, on va chercher, parce que ta collection, en fait, tu peux pas juste te dire je veux du bleu marine et du jaune. Tu vois, il faut quand même que ce soit assez cohérent. Donc, par exemple, nous, on travaille un peu par thème. Donc, on va faire un thème avec une ambiance et une gamme de couleurs. Et par exemple, je vais te donner des exemples, ce sera plus simple. Par exemple, notre thème de rentrée, on va choisir qu'il soit bleu, blanc, rouge, avec une thématique un peu marin. Et du coup, en fonction de ça, on va développer tous nos modèles là-dessus. Donc ça fait un peu partie du travail de développement. C'est un peu le plus cool, je trouve. Enfin, à mes yeux, c'est vraiment tout ce travail de recherche et j'adore faire ça. Excuse-moi, je t'interromps. Vous avez toujours une uniformité de collection, vous faites pas des vêtements qui n'ont pas de rapport les uns avec les autres du tout, quoi. Pas du tout, ouais. En fait, ça, c'est assez important. Alors, particulièrement chez nous, parce que nous, on travaille beaucoup des vêtements par silhouette. C'est un peu pour faciliter la vie aux parents aussi, dans le sens où quand ils rentrent dans le magasin, c'est facile. Ils ont le t-shirt qui va avec le pantalon et le gilet qui va avec. Et du coup, ils achètent tout. C'est aussi pratique pour faire des cadeaux. Comme ça, tu offres un peu des silhouettes ensemble, type, qui sont faciles à offrir. Donc, c'est vrai que nous, c'est assez structuré parce que sinon, déjà qu'on a beaucoup de couleurs et de motifs. Donc, si en plus, on n'avait pas un minimum des ambiances posées, ce serait la cacophonie, quoi. Enfin, même en magasin, ce serait l'horreur, quoi. Et après, il y a l'importance au niveau du style et des couleurs et tout, mais il y a aussi l'importance de la structure de collection dans le sens ce qui la compose. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va falloir... Donc ça, c'est plus le travail de chef de produit, mais on travaille en binôme avec eux. Et ça va être de savoir combien de pantalons il nous faut dans une collection, combien de t-shirts, de doudounes. Enfin, tu vois, tout ça, c'est hyper important et c'est des trucs que nous, on sait pas faire, parce que c'est pas notre rôle. Et c'est en fait partir à partir d'analyse, de voir comment des produits des saisons précédentes se sont vendus, est-ce qu'il a manqué ci, est-ce qu'il a manqué ça, et du coup, elle nous crée des structures de collection, nous on appelle ça un plan de collection, et du coup, on sait dans quel thème, ce qu'on va devoir avoir, et tout ça. Ça permet d'avoir vraiment tout l'équipement nécessaire et tout ce qu'il faut en magasin pour les enfants. Waouh. Ok. En fait, je pensais pas qu'il y avait quelqu'un qui vous définissait ce qu'il vous fallait. Genre, il te faut 3 modèles de robes différents, 3 modèles de pantalons et tout. Je pensais que c'était toujours la même chose. Alors, en fait, non, parce que, je sais pas, peut-être que dans un thème, je vais avoir 3 t-shirts
un pantalon, une jupe et une robe. Et peut-être que dans le thème d'après, je vais avoir 2 t-shirts, 2 robes, un short. Tu vois, en fait, on essaye aussi de varier l'offre comme ça pour pas avoir toujours les mêmes types de modèles. Et parce qu'aussi, de développer toujours le même genre de modèle, c'est compliqué de faire toujours des nouveautés et tout. Donc, ça permet vraiment d'avoir une diversité et d'avoir des produits pour tout le monde, quoi. Après, comme c'est des enfants et que les enfants ça grandit, vous n'avez pas toujours la même clientèle. Oui, c'est ça change un peu. Après, si tu veux, faut réussir à la garder, la cliente, déjà, parce que parfois, par exemple, les clientes de la layette, c'est beaucoup de cadeaux. Alors, faut que tu m'expliques ce que c'est que la layette. Ah pardon, excuse-moi, la layette, c'est le bébé fille et le bébé garçon. D'accord, ok, c'est le bébé. En fait, je peux aussi t'expliquer comment c'est structuré notre marque, parce que en fait, moi, je m'occupe par exemple de la petite fille. Donc la petite fille, c'est 4 à 10 ans. D'accord. Donc à côté, j'ai une collègue qui va s'occuper du garçon, donc le même âge. Et après, j'ai 2 autres collègues qui vont s'occuper du bébé fille et du bébé garçon. Donc elle, c'est du 3 mois au 24 mois. Après, à côté de ça, on a aussi des collections pour le trousseau. Donc le trousseau, c'est vraiment la naissance, c'est vraiment du tout petit bébé. Voilà. Et du coup, c'est celles qui font la layette qui font le trousseau? Non, on a une autre. Non, parce qu'en fait, c'est assez important en nombre de références, en nombre de vêtements, donc on peut pas. C'est une personne à part qui fait le trousseau. En fait, c'est surtout que c'est pas les mêmes modèles de vêtements pour un bébé et pour un enfant. Alors, pour un enfant, oui, nous, c'est clair que c'est pas du tout la même chose. Après, entre le bébé et le trousseau, tu peux trouver des similitudes parce que c'est quand même des vêtements pour petits. Après, c'est sûr qu'à la naissance, tu lui mets pas la même chose qu'à 6 mois ou 12 mois. Mais voilà, on est très dans le confort et tout ça, dans le trousseau, dans des choses très douces et tout ça. Et en fait, après, dans le bébé, ça commence déjà un peu à grandir, tu vois, tu commences à sortir ton bébé, donc tu as envie qu'il soit habillé un peu chic. Enfin, voilà, il est pas en grenouillère en pyjama. Dommage. C'est quel parcours type pour devenir styliste? Ok. Alors, parcours type, c'est pas du tout le mien. Alors, du coup, je crois que le mieux, c'est d'avoir fait un bac art appliqué ou un truc comme ça. Et après, de continuer vers peut-être une mise à niveau en art appliqué ou alors directement aller en école de mode. Je pense que c'est ça. Mais il faut avoir un lien quand même avec l'artistique à la base. Est-ce qu'un bac pro métier de la mode, genre, ça rentre pas? Si, c'est faisable, mais c'est un peu plus particulier. C'est pas le truc type, quoi, on va dire. Ok, c'est pas moi, c'est ce que j'ai fait. C'est quoi ton parcours à toi? Donc moi, en fait, ça a commencé, donc j'étais au collège et je voulais faire un métier créatif, donc type décoratrice d'intérieur ou un truc comme ça. Et pour ça, il fallait avoir des très bonnes notes pour aller en bac art appliqué, ce qui n'était pas mon cas puisque le collège, c'était pas vraiment fait pour moi, je pense, en termes de système de scolarité et tout ça. Donc en fait, j'ai été orientée vers un bac pro tapisserie d'ameublement. Donc, je pense pas que ça va parler à grand monde, mais en gros, c'est de faire de la réfection de siège. C'est assez artisanal comme métier. C'est faire du siège, de la couture d'ameublement, donc des rideaux, des coussins, toutes ces choses-là, tout ce qui servent à décorer un intérieur. Donc voilà, donc j'ai fait un CAP et un bac pro. C'est assez marrant parce que quand je suis arrivée en CAP, pour moi, je voyais des filles qui étaient sur des machines à coudre et je me disais, oh là là, c'est tellement la loose de faire ça, mais jamais de la vie j'ai envie de coudre et tout, c'est un truc de vieux et tout. Et en fait, 2 ans après, parce que donc j'ai commencé par faire du siège, donc tout ce qui était réfection du fauteuil et tout, et 2 ans après, pour mon bac pro, on a inversé les matières, on va dire, et du coup, moi, j'ai appris à faire de la couture, et en fait, là, ça a été un gros coup de cœur, donc j'ai adoré, et je me suis dit, en fait, c'est un peu ça que j'ai envie de faire. À la fin de mon bac pro, j'ai cherché à me réorienter, mais c'était pas simple, donc le temps de me retourner, j'ai fait 1 an de fac, donc j'étais en fac de langue. Et ça a été assez cool dans le sens où j'ai appris une vraie méthodologie de travail que j'avais pas forcément eu en bac pro, enfin en lycée pro. Et de là, après, j'ai réussi à trouver un autre bac pro dans un lycée professionnel, du coup, c'était un bac pro métier de la mode. Et donc là, j'ai eu de la chance parce que comme j'avais déjà un bac, j'ai pu le passer en 2 ans. J'ai une super prof et tout, donc ça s'est super bien passé. J'ai plutôt cartonné, donc j'étais très contente. En fait, j'avais trouvé ce qu'il me fallait, donc ça a été tout seul, quoi. Et suite à ça, j'ai trouvé une école de mode que je voulais faire, l'école mode ESTA. Je l'ai choisie essentiellement parce qu'elle proposait de l'alternance. L'avantage de l'alternance, c'était que tu payais... moi, j'avais 2 années à payer parce que je venais d'école de bac pro, donc je faisais pas la première année, donc seulement 2 années. Et ensuite, j'étais en alternance, donc pas besoin de payer l'école.
Et j'ai eu d'autant plus de chance que j'ai eu une aide financière du Rotary. Donc voilà, après du coup, mon école de mode, j'ai eu mon Master 1. Et j'ai pas continué mon Master 2 parce qu'en fait, entre-temps, on m'a proposé un CDI dans ma boîte. Du coup, tu as fait ton alternance dans la boîte dans laquelle tu travailles maintenant? Du coup, je devais trouver un stage en fin de deuxième année et donc j'ai trouvé chez eux. Et ils m'ont gardée pour mon année d'alternance juste après. À la fin de cette année, ils m'ont proposé un poste en CDI, un poste d'assistante. En fait, j'ai dit oui parce que j'en avais un peu marre de l'école, ça me plaisait bien de travailler et du coup, j'avais envie aussi d'un peu de stabilité financière et tout ça. Donc j'ai accepté, j'ai pas fait ma dernière année de master. Et au final, j'ai bien fait puisque 6 mois plus tard, ma responsable partait. Et donc, ils ont organisé un petit concours pour la remplacer. En fait, j'ai remporté ce concours. Donc, j'ai eu la chance de monter très vite les échelons. J'ai une question qui a un peu de rapport avec ce que tu disais, mais pas trop non plus. Du coup, t'es retournée, t'as fait un deuxième bac pro après avoir été à l'université, donc t'étais plus vieille que la majorité des filles de ta classe. Je dis les filles parce que j'imagine que c'est très féminin. Ouais, yes. C'est pas trop compliqué du coup de te retrouver à l'école avec des filles beaucoup plus jeunes que toi? Ça n'a pas été simple parce que les classes de filles, moi j'ai connu quasiment que ça et voilà, c'est pas toujours simple avec les classes de filles. D'autant plus que comme je m'en sortais bien, parce que en fait c'est bête mais t'as la maturité, t'as une maturité différente donc tu t'accroches, tu travailles plus parce que ça te plaît. Alors que des petites nanettes qui sont là à la sortie du collège, c'est sûr que c'est pas pareil quoi. Enfin, moi je me reconnaissais vachement en elles plus jeunes quoi. Enfin voilà, il y a eu des incompréhensions, peut-être un peu de jalousie aussi, je sais pas. Mais après, moi c'est pour ça que je me suis vachement rapprochée de ma prof en fait parce que elle était vachement là pour moi. Elle voyait que j'avais envie, que j'étais pas trop mauvaise dans ce que je faisais, donc finalement elle m'a vachement encouragée et puis voilà, c'était cool quoi. Puis après, j'avais quand même un petit groupe de copines avec qui ça se passait bien, où on s'entraidait vachement, donc c'était cool. C'est important de parler de ça parce que ça peut essayer de remotiver des personnes qui voudraient peut-être reprendre leurs études. T'as un peu répondu à cette question tout à l'heure, mais tu voulais faire quoi quand t'étais petite? Alors, quand j'étais petite, vraiment, je suis passée un peu par des trucs genre archéologue, maîtresse d'école, magicienne. Puis après, en grandissant, en fait, je me suis vite rendu compte que j'étais quand même plus créative. En fait, c'est simple. Au collège, moi, les matières où je m'en sortais bien, c'était l'art plastique et la musique. Et donc, même en faisant des tests, tu sais, au collège, on fait un peu des tests, pas de personnalité, mais pour voir un peu comment L'orientation, ouais. s'orienter et tout ça, voilà. Et tout ce qui ressortait, c'était tout le temps le créatif et le social. J'ai toujours été assez créative, j'ai toujours fait plein de trucs comme ça de mes mains, même avec ma mère quand j'étais petite, ma grand-mère. J'ai toujours bricolé pas mal, donc en fait, finalement, c'était assez logique que je fasse un métier comme ça. Et après, voilà, collège, c'était vraiment la déco d'intérieur parce que j'aimais bien. C'était un peu la mode aussi à cette époque. Ceci dit, magicien, c'est un peu créatif comme métier. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est un peu envoyer des paillettes dans la vie des gens. Ouais. Tu disais que tu travailles dans la mode enfant. C'est quoi la différence entre la façon de traiter la mode enfant et la mode adulte? Déjà, c'est beaucoup plus naïf, je pense. Tout est pensé différemment dans les couleurs, dans les imprimés. Nous, on fait beaucoup appel à l'imaginaire de l'enfant, notamment chez on est une marque qui raconte des histoires. Donc, sur tous nos vêtements, tu vois, il y a des dessins, il faut que ce soit des personnages, des choses qui racontent quelque chose et qui évoquent vraiment quelque chose à l'enfant. Il faut que ça le fasse un peu rêver, qu'il puisse imaginer des histoires, qu'il puisse mettre en scène ce personnage et tout. Donc ça, déjà, je pense que c'est la plus grosse différence. Alors qu'aujourd'hui, à la femme, tu vois, c'est pas parce que tu vois un joli pull ou une jolie veste, tu vas pas te dire... tu vois, ça fait pas du tout appel aux mêmes choses. Alors que l'enfant, on essaye quand même de lui créer des choses, en fait. Tu te permets des trucs chez les enfants, du coup, que tu pourrais pas te permettre chez les adultes? Oui, et inversement, dans l'autre sens, chez l'adulte, tu fais des choses que tu ne ferais jamais à l'enfant. Que d'ailleurs, en fait, nous, on fait en sorte que l'enfant reste enfant. Tu vois, on va pas s'amuser à faire du mini-adulte. Et il y a des marques qui... C'est vrai qu'on a un côté très tradi où l'enfant est habillé comme un enfant, avec des vêtements aussi pratiques. Le but, c'est qu'il puisse aller à l'école avec. Les poches dans les robes des petites filles. Bah oui, pour mettre des cailloux et des bâtons. Après, on fait aussi quand même pas mal de vêtements pour aller voir mamie le dimanche, nous. Ça, c'est un peu notre créneau. Ah yes. Mais voilà. Donc ouais, vraiment, même les couleurs, les imprimés, il y a vraiment beaucoup de choses qui se différencient. Enfin, moi, je sais que je m'amuse beaucoup parce que
J'ai déjà fait de la femme avant et en fait, moi, j'avais un côté, enfin, dans ce que je faisais, même quand j'étais à l'école, il y avait toujours un côté un peu enfantin dans ce que je faisais parce que, moi, j'ai un côté très rétro, j'aime bien jouer avec les couleurs, les motifs et tout, donc je m'y retrouve un peu dans l'enfant, finalement. Tu dis que tu t'amuses beaucoup, tu penses que tu t'amuserais moins à faire des collections de femmes adultes? Bah, tout dépend pour quelle marque, en fait, parce que, bah, moi, mon métier, c'est quand même de m'adapter à la marque pour laquelle je bosse, donc je suis censée pouvoir faire des vêtements pour n'importe qui et du coup, c'est vrai que, oui, il y a des marques pour lesquelles, je sais pas, je m'amuserais pas forcément. Je sais pas, même moi, je suis pas, quelqu'un qui fait tout ce qui est vêtements un peu sportswear et tout, je pense pas que je m'amuserais beaucoup à faire ça. Ouais. Est-ce que du fait de travailler dans ce milieu-là, tu juges plus les tenues des gens que tu croises et tout? Alors, juger, je sais pas si c'est le mot. Juger, c'est pas au sens péjoratif, hein, c'est genre Oui, juger, oui, c'est oui. de te faire un avis beaucoup plus sur les tenues des gens. Alors oui, clairement oui, ce serait mentir que de dire le contraire. Je regarde beaucoup, en plus ça dit beaucoup de choses sur les gens en règle générale, les vêtements. Et ouais, c'est vrai que j'ai tendance à observer parce que j'aime bien en fait. Je trouve ça toujours cool de voir comment les gens créent une image avec des vêtements, comment ils assortissent et tout. Alors après, j'aime pas tout évidemment. Mais il faut savoir qu'aussi en étant styliste, on est très très jugé et très observé. Parce que quand tu dis que t'es styliste, tout le monde croit que tu dois t'habiller comme je sais pas quoi. Moi, je sais, parce qu'on se connaît, que tu aimes beaucoup les déguisements. Oui. C'est quoi le déguisement le plus ouf que t'aies fait? Alors moi, dans ma tête, j'ai quand même le costume que je t'ai fait à toi, genre Olaf, et c'est quand même pas mal. Ouais, qui Et est un c'était sacré déguisement. Ah ouais, c'est volumineux, quoi. Mais Peut-être qu'on mettra une photo si je me le sens bah, vas-y, ça, dans la description, quoi. c'est à toi d'assumer, mais voilà. Non, mais c'est vrai qu'il est très très beau et il est très chouette, hein. Il est pas pratique, mais Ouais, voilà. Bah, on m'avait pas demandé un costume pratique, hein. On non, m'avait demandé c'est vrai. costume de bonhomme de neige, tu vois. Donc, ouais, j'avais bien aimé celui-ci. Après, pour une soirée de Noël de mon entreprise, on avait eu un thème qui était le carnaval de Venise. En fait, avec un de mes copains qui s'appelle Teddy, que tu as déjà interviewé d'ailleurs. Je fais juste une petite note à part, le Teddy dont Cindy parle et le Teddy qu'on a reçu dans l'épisode sur les sites de rencontres. On a travaillé sur une robe, mais une robe de princesse, quoi. Et dessus, j'avais fait toute une application d'étoiles en paillettes et tout. Et je me rappelle vraiment quand je suis rentrée dans la salle, genre c'était comme dans un film, tu sais, genre Cendrillon qui débarque, mais un truc de ouf. Et je m'attendais pas à ça parce qu'en soi, bon, c'est une robe, enfin c'est pas non plus. Et ça a vraiment fait sensation, quoi. Mais donc du coup, j'étais hyper contente parce que c'était vraiment une belle robe, puis une robe de princesse comme on n'en porte jamais, quoi. Genre Ouais, même à c'est un clair. mariage, tu mets pas une robe comme ça. Donc c'est cool. Et après, plus récemment, j'ai fait une robe entièrement en fausses fleurs. J'avais une copine qui faisait son anniversaire. Le thème, c'était Jardin d'Éden. Donc j'ai fait une robe entièrement en fleurs et tout, vraiment complètement végétale. Et c'était assez cool aussi. Justement, c'est quoi le projet de manière plus générale qui t'a apporté le plus de fierté? C'était une combinaison qui était inspirée des jardins, du Festival des jardins de Chaumont-sur-Loire. Alors c'est un truc, c'est très pointu, faut connaître, faut être de la région centre, quoi, parce que sinon tu connais pas. Et en gros, c'est des artistes qui vont faire des jardins, c'est hyper beau. Enfin, il y a des sculptures, il y a des installations contemporaines. Enfin, il y a vraiment plein de choses, la peinture, ou juste du travail de fleurs et tout. On a eu ce projet à l'école, c'était pour participer au Forum de la mode de Châteauroux. Qui en fait rassemblait toutes les écoles de mode de la région centre. On devait créer une tenue inspirée d'un de ces jardins. Donc j'avais fait une combi short bleu profond avec un espèce d'arceau en métal qui faisait tout un tourbillon en fait autour des jambes et en fait c'était rempli de papillons, donc des papillons que j'avais découpés dans plein de matières. J'en ai découpé des papillons mais un truc de fou quoi. Enfin, mais moi j'aime bien tous les petits trucs de répétition comme ça en fait. Je me suis rendu compte que je faisais tout le temps ça. Et donc en fait j'ai gagné le trophée d'or cette fois-là. Alors là je m'y attendais tellement pas, c'était un truc de fou. Et j'étais hyper contente parce qu'en fait, ça faisait pas si longtemps que ça que je faisais de la mode, que je faisais du vêtement. J'étais encore toute jeune dans ma tête. Enfin, c'était fou parce que c'était dans un grand parc expo avec une grande salle de spectacle avec un grand podium de défilé et tout. Et c'était un truc de ouf, quoi. Donc ça, je pense que c'est un de mes projets duquel je suis le plus fière parce que j'étais toute jeune et c'est cool, quoi. C'est vraiment un bon souvenir. Et ben moi, le truc des papillons, ça m'a fait vraiment marquer. Mais je pense aussi que c'est parce que c'était un des premiers projets qu'on te voyait faire.
En fait, il y a 2 autres choses quand même qui m'ont, enfin, tu sais, ça m'a fait un peu des étapes dans ma vie et du coup, après, quand j'étais à Modesta, j'ai fait une robe, inspirée de l'architecte qui s'appelait Franck Gehry, qui a fait des choses assez géométriques, qui se jouent vachement sur les textures et tout ça. En fait, j'avais fait une robe, toute en métal et en cuir, un peu à la Paco Rabanne. Donc, pour situer, c'était, Paco Rabanne, il faisait beaucoup de vêtements avec des petits morceaux assemblés par des petits anneaux de métal. C'est-à-dire que tu n'as pas de couture, tout tient avec des anneaux en métal. Et donc moi, je me suis lancée à faire une robe assez nouveau, encore une fois, et c'était hyper cool à faire. Et j'ai eu la chance d'être exposée à l'hôtel Hilton à Paris, et c'était hyper cool aussi parce que c'est un hôtel assez luxueux, et tu te retrouves avec ta robe qui est exposée dans le restaurant, une petite soirée de lancement et tout. Enfin, ça faisait vraiment pro, c'était très très cool. Pour marquer une autre étape dans ma vie, je pense que la première fois que j'ai vu une de mes collections en magasin, c'était en plus à Lisbonne que je l'ai vue, donc dans un magasin à l'étranger. Et alors là, ça m'a fait un petit truc aussi quand même. En fait, tu dessines ta collection, le jour où tu la vois dans un magasin et que tu te dis tout ça, c'est toi qui l'as fait, ça te fait drôle quoi. Puis après, tu vois des enfants habillés comme ça dans la rue et tout, donc c'est hyper cool. Oui, mais en même temps, c'est quelque chose que tu travailles depuis longtemps. Et je pense que voir des gens qui, eux, croisent la fille qui a dessiné les vêtements que portent leurs enfants, ça doit être hyper bizarre. Mais tu le sais pas. Exactement, c'est vrai qu'on se rend pas compte. En fait, même n'importe qui, quand on va dans un magasin, on pense pas à la personne qui a été derrière et qui l'a dessiné. On voit le vêtement en direct, là, sur le moment, mais on pense pas à tout le travail qu'il y a derrière. Et du coup, quand toi, tu sais, et que tu arrives et que tu as tous tes vêtements, c'est assez fou, quoi. Faut savoir dessiner pour être styliste. Oui, c'est mieux quand même. Après, on apprend pas mal à l'école. Il faut savoir qu'il y a peu de dessins à la main maintenant. On travaille beaucoup sur ordinateur, donc on dessine en vectorisé, donc sur Illustrator. C'est pas la même sorte de dessin. Moi, voilà, je dessinais un peu quand j'étais à l'école et tout, mais j'ai jamais été une grande dessinatrice. Enfin, je me débrouillais, quoi. Aujourd'hui, je suis à l'aise parce qu'on fait pas des silhouettes à la main. Tu dessines genre les motifs et des trucs comme ça, non? Alors non, parce qu'en fait, on briefe des graphistes pour faire ça. Et on a beaucoup de refs à faire, donc c'est pas gérable pour nous de gérer à la fois la partie motif, illustration et tout ça, et la partie vêtements, quoi. Nous, on fait des recherches et on briefe notre graphiste, on lui dit voilà, moi je veux telle fleur, truc comme ça, telle couleur, de tel style graphique. Et en fait, on a des graphistes qui bossent avec nous et qui s'adaptent à plein de pattes graphiques différentes, donc ça, c'est assez cool. Mais attends, mais il faut combien de personnes pour travailler sur une collection? Déjà, nous on est 2 dans mon équipe. Pour un thème, on fait intervenir une graphiste. On est aussi une chef de produit qui, elle, donc ça c'est celle dont je te parlais tout à l'heure, qui nous fait un peu le plan de collection et tout, et qui va veiller à ce que la collection soit commerciale et qu'elle puisse apporter un max d'argent. Et après, il y a aussi, toujours le flou, c'est important, tu vois. Après, il y a les modélistes aussi, parce que moi, je m'occupe pas de la partie technique du vêtement, je m'occupe que de la partie stylistique. Donc, c'est-à-dire que je dessine le vêtement, je vais décider de sa couleur, sa matière, des détails, des boutons, tout ça. Mais derrière, je fais une fiche technique et après, c'est le bureau d'études, donc avec les modélistes qui, elles, vont créer les patronages, enfin vraiment, qui vont me dire il faut que tu coupes ton tissu comme ça, pour pouvoir obtenir tel modèle, il faut le construire de cette façon. Et ça, elles vont l'envoyer au fournisseur. Et après, le fournisseur, il produit le vêtement. Tu parles toujours au féminin, il y a que des filles qui travaillent avec toi? Oui, il y a que des filles. On parlait tout à l'heure des déguisements, mais est-ce que tu fais tes propres vêtements aussi? Alors, j'en ai fait, mais en fait, quand ta passion, ça devient ton travail, t'en viens un moment où t'as plus envie de faire ton travail chez toi. Même si c'est pas tout à fait pareil, puisqu'en soi, aujourd'hui, je fais plus de couture et tout. Je pense que ce qui me plaît le plus, moi, c'est toute la créativité qu'il y a en amont avant de se faire les vêtements. C'est vrai que moi, la partie exécutive de faire des vêtements, ça me saoule un peu maintenant. Du coup, je m'en fais pas spécialement. Ça te manque pas la couture en elle-même, vraiment? Si, alors la couture, oui, et même tout ce qui est un peu manuel en général. Comme je te dis, tu vois, quand ta passion devient ton métier, finalement, t'es un peu épuisé, tu vois. Enfin, tu donnes toute ta créativité et tout ce que t'as pour ton travail, et quand tu rentres chez toi, t'es rincé, t'es vidé. Enfin, surtout que moi, dans le prêt-à-porter, c'est quand même des cadences importantes, donc tu dois pondre beaucoup de vêtements, beaucoup de collections d'un coup. Et après, il faut trouver la motivation, tu vois, quand tu rentres chez toi le soir ou le week-end pour refaire autre chose et tout. Si ça manque en fait, moi-même je faisais beaucoup de broderie, je faisais plein de choses et aujourd'hui beaucoup moins. Et c'est un peu chiant. Je pense que ça me manque vraiment pour m'épanouir pleinement. Mais il faudrait que je m'y remette en fait. Et ça, c'est un bon coup de pied aux fesses qu'il me faudrait en fait.
Puis du temps disponible aussi, peut-être. Ouais, aussi. Et puis aussi d'avoir un espace dédié à ça, tu vois, c'est assez cool. Bon, là, nous, à Paris, t'as pas des apparts à rallonge. Et c'est bête, mais quand t'as ta petite pièce à toi pour créer, tu vois, tu laisses ta machine à coudre rangée, t'as pas à la sortir du haut de ton armoire. Enfin, tu vois, c'est tout un truc comme ça aussi qui fait que dès que t'as un moment, tu peux y aller. Alors que là, bon, il faut que je déballe tout. 2 heures après, il faut que je range. Oui, puis si t'as un truc en cours, faut que tu le ranges, que tu le ressortes et tout, je comprends. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que c'est un peu de la logistique aussi qui est chiante, quoi. Comme à chaque fois, on va faire une petite pause en musique. On écoute une musique de Purple Disco Machine, Sophie and the Giant. On écoute Hypnotize. Feel buried alive. This city is airtight. Suffocating, lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives, screaming into space to drown them out. I fell down so low, felt nowhere to go, but I know you wait for me, you wait for me. So far out of sight, sucked into the white, but I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hypnotized by the lights. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taken time to realize, but I'm coming home, I'm coming back down tonight. So hold me tight, I just wanna fade out, somewhere we can shut the world away. I'm ready to hide, far from the fallout. They won't find us in the paradise we'll make. I fell down so low, found nowhere to go, but I know you wait for me, you wait for me. So far out of sight, sucked into the white, but I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hypnotized by the lights. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taken time to realize, but I'm coming home, I'm coming back down tonight. I'm coming home, I'm coming back down tonight. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Free falling from the high, I'm following the voice I know. Free falling from the high, I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hypnotized by the lights, but I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taken time to realize, but I'm coming home, I'm coming back down tonight. I'm coming home, I'm coming back down tonight. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Combien tu dépenses en moyenne en vêtements? Et est-ce que tu penses que ça a un lien avec ton travail? Alors oui, forcément, moi j'ai toujours aimé les vêtements. Donc même avant de faire de la mode, j'aimais bien les vêtements. Donc j'ai toujours aimé en acheter. Après, ma façon de consommer a quand même bien évolué. En vrai, ça dépend parce que bon, maintenant je vais mettre un peu plus d'argent dans les pièces que j'achète. Ou alors j'achète d'occasion, mais quoi qu'il arrive, maintenant je suis attirée par des marques qui sont un peu plus chères parce que je cherche autre chose, quoi. Je sais pas, genre par mois, j'en sais rien. Attends, parce que j'achète pas tous les mois non plus. Non mais moi, Nono, je suis dans le déni, donc justement, j'ai pas envie de me rendre compte de ce que je dépense souvent. On va dire, je sais pas, peut-être 150 € tous les 2 mois. Non, mais c'est franchement, pas énorme en vrai. non mais attends, mais je te dis c'est au pif, il y a des mois ça va être pire, plus. Voilà, parce que
Moi, mes références de dépenses fringues par mois, c'est les reines du shopping. Et quand je vois les meufs, ce qu'elles dépensent par mois, je me dis c'est ouf. D'ailleurs, c'est en regardant les reines du shopping que m'est venue cette question. Bah, en fait, après, c'est compliqué parce que moi, il y a des périodes où j'achète beaucoup et des périodes où j'achète rien. Et maintenant, comme je réfléchis beaucoup plus à comment j'achète, ce que j'achète, tu vois, je vais me faire un tableau Pinterest avant pour bien réfléchir mes idées et tout. Si tu veux, quand j'étais jeune, j'achetais vraiment énormément. Genre, voilà, je crois que toutes les semaines, j'étais chez H&M pour acheter une nouveauté. Mais il y a un moment, en fait, c'est pas possible parce que tes fringues, tu les mets un an, puis t'en as marre et tout. Et là, aujourd'hui, j'ai plus envie de ça. Donc, quand je repère des vêtements, j'ai envie d'être sûre que je vais les garder, que je vais les aimer longtemps. Donc, je fais mon petit tableau Pinterest, je stocke mes idées dedans. En plus, j'aime pas trop payer les trucs plein pot. Moi, j'adore profiter de promos et tout. Donc, en attendant, il reste dans mon petit tableau, je l'oublie pas. Et puis, quand il y a des soldes ou quoi, je regarde. Hop, est-ce que j'en ai toujours envie? Oui, non. Ça me permet vraiment d'éviter les achats coup de cœur qu'en fait, tu ne remettras jamais de ta vie. Ah, voilà. Et du coup, là, aujourd'hui, il y a des pièces que j'ai eu depuis des années, tu vois, et je m'en lasse pas. Alors là, j'ai même fait un truc. J'ai une combi short que j'adore, qui a un imprimé vraiment qui est fort et tout. Et en fait, j'ai mis de la super glue dessus. Donc, du coup, elle était foutue. Donc, j'étais trop triste. Ça faisait au moins, je sais pas, 5 ans que je l'avais. Ben, je l'ai racheté sur Vinted, voilà. Parce qu'en fait, je l'aimais trop, donc je voulais la retrouver. Donc, tu vois, après, j'en reviens vraiment à avoir des vêtements que je saurais pas quoi faire sans eux, quoi. Récupère le tissu et fais une combi short pour enfants avec. Ouais, mais bon, ça, ce sera jamais fait, en fait. Ça va rester dans un placard et je le ferai jamais. Donc, bon, je sais très bien comment je suis. Même si t'es passionné par ton travail, c'est quoi les autres avantages? Les avantages, quand même, de pouvoir être créative et de faire des choses qui me plaisent la majorité du temps. C'est pas toujours le cas parce que comme je te disais tout à l'heure, en fait, on travaille pour une marque, donc tu fais pas des vêtements pour toi ou pour ton enfant. Le but, c'est que ça corresponde à la marque et que ce soit le plus commercial possible. Mais tu arrives quand même à mettre un petit peu ta patte, tu vois, donner un peu ton style aux vêtements. Ce qui est cool, nous, c'est quand même, on fait des voyages de shopping. Ça, on va pas se le cacher, c'est la meilleure partie du travail. Tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est que les voyages de shopping? Bah, disons que quand on travaille dans la mode, faut aller s'inspirer. Donc, faut s'inspirer de plein de choses, hein. Tu t'inspires de films, d'expos. Moi, j'aime bien regarder des fleurs et tout. Je trouve ça beau, ça m'inspire les couleurs et tout ça. Mais on fait aussi comme tout le monde, c'est-à-dire aller voir la concurrence. On va pas se le cacher. Et donc, on fait des voyages de shopping, c'est-à-dire qu'on va dans des villes. Nous, on va pas mal à Lisbonne et à Londres. Et en fait, on va voir un peu ce qui se fait à la concurrence, c'est-à-dire on va voir d'autres enseignes qu'on n'a pas en France. Alors, on le fait aussi à Paris avec des enseignes françaises, hein. Toutes les marques fonctionnent comme ça, hein. Tout le monde se copie les uns les autres. Donc après, quand je dis copier, on fait pas exactement la même chose tout le temps, mais par exemple, il y a un vêtement, on va l'acheter parce qu'on aime bien sa couleur et que ça peut nous servir pour notre collection. Il y a un vêtement, c'est parce qu'on aime bien la forme, donc on va récupérer cette forme, mais en fait, on va le faire complètement différemment. On part à l'étranger et on fait les magasins. Enfin voilà, c'est crevant quand même. Parce que tu fais les magasins, mais c'est pas pour toi, donc c'est un peu frustrant aussi. Puis tu vas dans une ville, mais tu fais pas de la visite parce que tu passes ton temps dans les magasins. Et puis tu fais que des magasins pour enfants, du coup. Bah voilà. Après, on s'accorde un peu de temps libre, tu vois, en fin de journée quand même, on s'offre ça parce que c'est crevant, quoi, en vrai. Et en plus, tu réfléchis parce qu'en fait, tu fais pas des achats pour rien, donc tu analyses, est-ce que j'en ai besoin vraiment? Oui, pourquoi? T'as des budgets à gérer, en fait, donc tu peux pas non plus tout acheter. Donc ça, voilà, quand même, c'est hyper cool. Enfin, puis même, il y a aussi la partie de faire des expos aussi pour le travail, ça c'est vraiment cool. En fait, tous les moyens de prendre de l'inspiration, c'est assez cool quand même dans notre travail. À l'inverse, c'est quoi le plus chiant et le plus difficile? Pour moi, c'est justement, comme je te disais tout à l'heure, de pondre des nouveaux produits tout le temps. Ta créativité, ça devient l'usine, tu vois. Enfin, genre, si tu vois, en termes de rythme de rendu de collection, on rend un thème par semaine. C'est énorme. C'est bête, mais pour les métiers créatifs, normalement, il faut le temps de s'aérer l'esprit, tu vois, et il faut prendre le temps de sortir. Ça, c'est des trucs que tu n'as pas le temps de le faire parce que le timing est hyper serré, c'est très dense comme travail. Et pour moi, c'est vraiment le problème. Parce qu'on te demande d'être créatif tout le temps, non-stop. Et à côté de ça, tu n'as pas le temps de pouvoir respirer et d'aller chercher ta créativité, quoi. Ouais, je vois, c'est comme dans tous les métiers créatifs quand tu es embauché Ouais, c'est ça. dans un truc, quoi. Puis il y a aussi après peut-être le côté prix. Alors après, ça, tout dépend comment tu arrives à gérer le truc. Mais moi, par exemple, il y a des fois, je vais avoir envie de faire des trucs parce que je sais que ça va être trop beau et tout. Et en fait, à côté de ça, ma chef de produit, elle me dit tu te calmes, Cindy, ça va coûter trop cher, donc je pourrais pas faire ça. Donc tu vois, du coup, je suis obligée de faire un peu des compromis
Et après, ça, c'est des discussions qu'on a ensemble. Parfois, ça peut être frustrant de se dire, bon, bah là, je peux pas faire ça alors que je sais que ça va être trop beau parce que ça coûte trop cher. Tu réfléchissais un peu à la production quand même, quoi. Exactement. Est-ce que tu aurais envie d'ouvrir ta propre boutique ? Non, je crois pas. Moi, j'ai pas trop la fibre entrepreneuriale. Ça me fait un peu flipper, tous ces trucs-là. Ou alors, il faudrait vraiment que je fasse ça avec quelqu'un qui gère bien le truc et que moi, je sais pas, je m'occupe vraiment de la partie style et que, tu vois, lui, il s'occupe de tout le business. Oui, ok, ce dont tu as envie, toi, c'est de créer. Ouais, en fait, voilà. Parce qu'après, tout ce qu'il y a derrière, je crois que ça me ferait un peu chier. Puis je pense que je serais pas très forte en organisation et tout là-dedans. Je pense que ma boîte, elle durerait même pas 1 an tellement je ferais tout couler. Mais après, voilà, je suis pas fermée, mais c'est vrai que dans l'immédiat, non, c'est pas un truc qui me fait hyper envie. Je sais pas si tu as écouté d'autres épisodes de Brin de Pensée, mais il y a toujours un moment où on pose des questions un peu plus sociables, qui ouvrent plutôt à débat. Par exemple, avec Antonin, sur le maraîchage, donc, on avait parlé du fait que ce soit un milieu très masculin, et donc très sexiste. Et toi, à l'inverse, il y a beaucoup de femmes. Est-ce que, du coup, ça rend ton travail plus safe ? Ouais, quand même. Enfin, alors moi, après, je te parle de mon expérience, puisque Bien sûr. j'en ai pas eu 150, hein, mais oui, quand même. Parce qu'en plus du fait d'être dans la mode et d'être dans une entreprise avec beaucoup de femmes, on est quand même assez libre. Enfin, on peut parler de notre façon de s'habiller, par exemple, parce que je pense qu'il y a des entreprises où ça peut être un problème. Moi, ça n'a jamais été un problème, la façon dont je m'habille au travail, par exemple. Après, il y a quand même le truc que les personnes les plus haut placées, c'est quand même des hommes, hein. Mais en fait, c'est pareil dans la cuisine, on dit toujours que c'est un truc de femme, et pourtant, les grands cuisiniers, c'est que des hommes. Je trouve ça fou. Ah, mais ça, c'est partout pareil, malheureusement. Ah là là. Oui, je sais bien. Bah, moi et nous, notre patron, c'est un homme. Bon, après, là, la directrice de marque, c'est une femme, mais c'est assez récent. Tu penses que dans un métier qu'on dit de fille, t'as quand même un plafond de verre ? Ouais, carrément même. En fait, on est limité, je pense. Tu vois, je vais te parler du comité de direction et tout. Je pense qu'il y a quand même plus d'hommes parce que c'est des hommes. Enfin, je sais pas, c'est peut-être bête de dire ça, mais... Non, pas du tout. Je pense pas du tout que ça soit bête. Et quand tu vois beaucoup de créateurs connus et tout, on parle beaucoup d'hommes tout le temps, même dans la haute couture et tout. Et... alors qu'en fait, il y a plein de femmes aussi qui font beaucoup, quoi. Non, mais moi la première, hein, là, je serais capable de citer des hommes qui travaillent dans la mode, qui font des trucs, et peut-être une femme. Genre, Bah oui. Mais avec tout ce que tu fais, tu parles notamment de la densité des thèmes. T'as pas l'impression d'encourager à la surconsommation ? Oh là, si. Si, bah clairement. Après, là, moi, je suis arrivée à un stade où je pense qu'aujourd'hui, l'entreprise pour laquelle je travaille ne partage plus les mêmes valeurs que moi. Ça devient compliqué. Tu vois, aujourd'hui, je vois pas l'intérêt d'avoir un nouveau thème chaque semaine en magasin ou toutes les 2 semaines. Enfin, je pense que ça n'a aucun intérêt. Encore plus pour l'enfant. On est une marque quand même qui se vend énormément sur Vinted parce que on fait des super vêtements de bonne qualité, sauf que ça reste des vêtements pour enfants, donc ils le mettent pas très longtemps. Donc c'est vrai que c'est assez facile à revendre sur Vinted. Et en plus, nos collections vont un peu se répéter d'une certaine façon. Tu vois, c'est un peu toujours le même style et tout. Donc au final, la maman, je pense qu'elle a tout à gagner d'aller l'acheter sur Vinted. Mais clairement, c'est trop. Enfin voilà. Et quand t'as des marques qui commencent à faire un pas en arrière en se disant oula, on va ralentir, on va essayer de produire mieux, autrement et tout. Il y en a d'autres chez qui c'est pas du tout le cas, quoi. Et nous, c'est pas du tout le cas. C'est quoi une mode éthique pour toi ? Pour moi, une mode éthique, ça va passer déjà par les humains qui le font. D'ailleurs, en ce moment, on en entend pas mal parler avec tout ce qui concerne les Ouïghours et tout. On parle d'eux, mais voilà, il n'y a pas que. Quand on parle d'usines où il y a des enfants qui travaillent, ou même des gens lambda qui juste sont très mal payés. Déjà, pour moi, ça commence par ça. Donc après, nous, c'est pas le cas entre guillemets, mais il y a un gros contrôle qui est fait à ce niveau-là quand même. Nous, on a des bureaux en Chine qui sont vraiment là pour faire attention aux fournisseurs et tout. Donc là-dessus, il y a beaucoup de surveillance. Le problème, c'est qu'en Chine, ça par exemple, je parle de la Chine parce que voilà, mais il y a beaucoup de fournisseurs qui font appel à des sous-traitants. Et en fait, ces sous-traitants, on les connaît pas, personne ne sait où ils sont un peu cachés. C'est à ce niveau-là que tu peux pas checker qui travaille pour toi, qui fait vraiment les vêtements. Et c'est souvent dans ces trucs-là qu'en fait, tu peux avoir des enfants ou des gens qui sont maltraités et tout ça. Mais je sais que nous, on fait vraiment très très attention à ça. Donc ça passe par les gens. Pour moi, ça passe aussi par les matières. Aujourd'hui, tu peux faire du coton bio, tu peux faire des matières recyclées.
Tu peux faire des jeans qui utilisent moins d'eau. Il y a plein de choses quand même, c'est vraiment en développement, c'est en train d'exploser. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment moyen de faire des vêtements plus écologiques. Et après, bah voilà, pour moi, il y a aussi le fait de moins produire, quoi. Pour moi, mais si tu continues à faire toujours autant de vêtements, mais même si ton jean il utilise moins d'eau, parce qu'il y a un moment, il faut réduire partout, quoi. C'est pas possible de faire autant. Notamment, tu parlais de ça se revend sur Vinted, mais il y a aussi un truc de tout ce qui se revend pas, où bah il y a beaucoup de trucs qui sont jetés, alors que ça pourrait être Exactement. réutilisé, etc. Ouais. Parce que même vous avez forcément des invendus aussi en magasin. Oui, alors après, nous, tu sais, on travaille pas mal. Enfin, tu as des soldeurs après, donc tu vois, ça fait des passages par vente privée et tout. Donc, le but, c'est d'épuiser le plus possible les stocks en perdant le moins d'argent possible. On va pas se le cacher. C'est sûr qu'il y a beaucoup de restes. Hein, quand je travaillais en magasin, pareil, on avait beaucoup d'invendus. Et donc, ils avaient aussi un magasin où dedans, il n'y avait que des invendus. Ça restait peut-être 3 ans dans notre magasin pour les soldes et les miens. Et après, bim, ça allait là-bas au magasin de la dernière chance. Tu penses que c'est possible qu'on passe à une mode éthique en France? Oui, déjà, c'est vraiment en train d'évoluer. Notamment la nouvelle génération, là, je vois tous ceux qui sont ados actuellement, qui s'habillent en fripe et tout, bah ça c'est déjà une énorme évolution. Pour tout ce qui est vraiment en mode éthique dans ce qui est produit actuellement, en fait il faut juste que les gens soient prêts à payer plus, parce que faut se rendre compte que c'est pas normal de payer son t-shirt 5 €. Si tu payes ton t-shirt 5 €, c'est forcément que derrière tu as des gens qui sont très mal payés, parce que tu as quand même la marge de la marque dessus, donc c'est vraiment qu'à la fin, ton t-shirt il a vraiment coûté très peu. Donc, que ce soit la matière, ça va être une matière de merde. La fabrication, ça va être pas une très bonne fabrication avec des gens qui sont mal payés. Il faut que les gens comprennent que s'ils veulent des produits éthiques, il faut mettre le prix, quoi. On est vraiment habitué à payer des vêtements pas chers. Ça fait maintenant des années que c'est le cas. Du coup, là, c'est le plus grand pas à faire. Et moi, la première, hein, enfin, c'est vraiment de s'habituer à payer plus cher pour des bons produits, quoi. Tout comme on pourrait le faire pour la nourriture, j'ai l'impression que ça s'est un peu démocratisé pour la nourriture avec le bio, et que pour le vêtement, il faut un peu plus que ça rentre dans les mœurs. Mais après, les gens, ils n'ont pas les mêmes budgets à mettre dans leur habillement que dans la nourriture. Actuellement, en tout cas, c'est vraiment pas du tout accessible à tout le monde. Après, c'est pareil, c'est choisir aussi ses pays de production. Donc, par exemple, si tu veux fabriquer en France, c'est très cher parce que c'est dommage, mais on a démantelé toute l'industrie française, notamment au niveau du textile. Donc, on avait un grand savoir-faire, plein d'usines et tout. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, si tu veux fabriquer en France, c'est que des petits ateliers qui vont produire des petites quantités et qui, du coup, en termes de prix de production, prix où tu payes les gens, un salarié français, ça coûte beaucoup plus cher qu'un salarié chinois, par exemple. Enfin, c'est un peu un global. Je pense qu'on y viendra. Il faut juste que déjà, il y a des infrastructures qui se développent, je pense, en France ou en proche Europe, pour que déjà, on puisse faire un peu des plus grosses quantités, pour que des plus grosses marques y aillent faire fabriquer leurs vêtements. Entre ça et le fait que les gens soient prêts à mettre un peu plus cher, ça devrait se faire un jour, j'espère. Oui, oui, ce serait bien. Sinon, tu as un peu répondu à cette question tout à l'heure, mais où est-ce que tu trouves ton inspiration? Ah bah oui, c'est ce que je te disais, ouais. Je sais pas, moi je regarde des films, des séries, déjà je trouve que rien qu'en termes de couleurs et de style et de look, c'est hyper parlant. Des expos, moi après j'aime beaucoup la nature aussi, donc en fait tout ce qui est fleurs, ça me parle beaucoup. Puis après, bon, on va pas se mentir, mais je traîne beaucoup sur Instagram aussi. Ça, c'est un peu le problème. Instagram et Pinterest, hein. Oui, aussi. Mais Pinterest, un peu moins. En fait, Pinterest, j'y suis allée pendant des années, jusqu'à ce que ça devienne vraiment un outil de travail. Oui, non, voilà, je pense que j'ai tout dit pour l'inspiration. Et comment tu fais quand tu manques d'inspiration? Ah, alors là, en fait, en plus, moi, j'ai vraiment des cycles comme ça. Enfin, des fois, il y a des journées, je sais que je vais pas réussir à pondre quoi que ce soit. En fait, c'est horrible, hein, mais et ça peut se jouer de tout. Ça peut jouer le temps qu'il fait dehors, tu vois, du coup, t'es toute morose et t'arrives pas à... En fait, il faut accepter que parfois, ça peut pas marcher et que ça va revenir, tu vois. Enfin, faire un peu avec. Toi qui fais de la musique, tu vois, je pense que c'est un truc que tu peux aussi, que tu connais. Moi, j'ai pas un besoin de... Enfin, j'ai un besoin de créer, mais je veux dire, j'ai pas un... Derrière, toi, pour ton travail, t'es obligé de créer. Oui. Moi, je suis pas obligée, donc du coup, c'est genre, ça va me taper à 3h du matin, je vais avoir envie d'écrire un truc, je vais écrire un truc. Ouais. Mais j'ai moins ce... Ouais, c'est un besoin vital, mais c'est pas un besoin comme toi de créer ton truc. Enfin, c'est ton travail et t'es obligé de le faire, quoi. Ouais. Moi, je suis pas obligée, donc c'est plutôt des cycles inverses où il y a des moments où j'ai très envie de faire des trucs, je le fais, mais après, si le reste du temps, j'ai rien, c'est pas grave, quoi.
Bah ouais, bah ça c'est cool, c'est quand ça reste une passion, quoi. Là, moi, aujourd'hui, c'est vrai que bah, d'un côté, t'es un peu, j'ai pas le choix, ça te force un peu à essayer de trouver quelque chose, tu vois. Donc, tu fais des tests, mais il y a des fois, moi, enfin, je veux dire, un thème, je vais le redessiner 2, 3 fois parce que je sais pas, ça va pas comme je veux, parce que tu vois, t'es pas dans le bon mood en fait, et ça veut pas. Enfin, et du coup, des fois, juste le soir, tu fermes ton truc et tu reviens le lendemain matin et ça se révèle, c'est genre évident et t'arrives à faire ton truc. C'est un peu aléatoire, quoi, mais bon. Bon allez, c'est l'heure des recos. Est-ce que t'as des gens à nous recommander? Je vais parler d'une créatrice qui s'appelle Lisa Gachet et qui a fait sa marque qui s'appelle Make My Lemonade. Donc elle, en fait, à la base, je la suis depuis hyper longtemps parce que c'est une fille qui doit avoir à peu près dans mes âges. Elle est un peu plus âgée, je pense, un petit peu plus de 30 ans, je pense. Et en fait, à la base, elle a commencé avec un blog où elle faisait vachement de do-it-yourself, des tutos couture et tout. Donc moi, j'adorais son univers parce qu'elle avait un côté très pop et tout. Et il y a, je dirais bien 5-6 ans peut-être maintenant, qu'elle a créé sa marque. C'est hyper cool en fait, parce que c'est des vêtements qui sortent vraiment de l'ordinaire. Tu vois, toutes ces imprimés, ces couleurs, même les formes en fait, c'est vraiment des vêtements que tu trouveras nulle part ailleurs. Et elle a développé ça, sa petite équipe. Elle a créé sa boutique à Paris, qui est hyper belle. Genre, j'aimerais trop habiter dedans, tu vois. En termes de prix, c'est pas donné, c'est pas du prix de fast fashion. Mais en même temps, c'est fabriqué en Europe, c'est des belles matières. Derrière, tu sais que tu fais vivre une créatrice avec son équipe et tout. Enfin, vraiment, tu as un truc. C'est des séries limitées aussi, donc tu n'en as pas, je sais pas combien de pièces. Elle a même fait de la précommande par moment. Enfin voilà, moi j'adore, je vous conseille. Après, j'ai pas énormément de pièces de chez elle parce que au final, c'est des pièces que je trouve toujours très belles, mais qui sont peut-être pas faciles à sortir dans mon dressing. Mais voilà, c'est vraiment des pièces coup de cœur que je pourrais m'offrir comme ça. D'ailleurs, j'ai mes copines qui m'ont offert un short de chez elle, je suis trop contente. Après, je peux aussi te parler de Stella McCartney. Elle fait les défilés de couture et tout ça. Et elle, ça a été une des premières à arrêter toutes les matières animales, à refuser les fourrures, les cuirs et tout. Donc ça a été quand même un grand pas. Et elle fait souvent des collections assez engagées pour l'écologie et tout, notamment même pour l'enfant. Elle fait des thèmes un peu sur l'écologie. Donc c'est assez cool. Enfin, c'était assez nouveau dans le milieu. Et après, je sais pas, je pense que c'est un tout autre style et c'est pas le même genre d'inspiration. Mais là, récemment, j'ai vu le défilé d'Isabelle Marant. Elle est marrante. Elle est grave drôle. Et alors là, tu sais, en fait, les défilés, c'est compliqué pour la Fashion Week de cette année parce que bon, avec la distanciation sociale. Et donc là, elle a fait un défilé. Donc en fait, il y a des mannequins qui défilent. Et à côté de ça, elle a fait appel à un collectif de danseurs qui s'appelle La Horde. Et en fait, elle a fait danser des danseurs tout autour de son défilé, au milieu des mannequins et tout. Et ils sont habillés, enfin, il y a de la paillette, des matières qui se reflètent avec lumière. C'est trop, trop beau. Et enfin, ils dansent tous ensemble et c'est juste magnifique. Donc, je vous encourage à aller le voir parce que ça dure un petit quart d'heure et c'est vraiment cool, quoi. Je trouve que ça dépoussière un peu les défilés où tu vois, où les mannequins, bon, ils font la gueule et tout. Enfin, voilà, là, c'était vrai. C'est plein de vie. Enfin, je sais pas, c'est hyper beau. T'as déjà été à la Fashion Week? Alors, à la Fashion Week... Ah oui, en fait, oui. J'ai vu un défilé quand j'étais à l'école. Tu vois, il y a des créateurs, ils sont cool, ils proposent des invitations pour les écoles de mode et tout. Mais après, en dehors de ça, c'est pas facile d'y accéder, en fait. Peut-être un jour on te verra défiler là-bas. Alors moi, je ne défilerai pas, c'est sûr. Et une de tes créations, Ouais, à voir. Alors, j'ai rien contre la haute couture, mais ou même la couture en général, mais j'aime bien le fait que mes vêtements, ils servent à des vrais gens, tu vois. Et je pense que ça fait aussi un peu partie des valeurs que j'ai actuellement. On a bientôt fini, mais est-ce que tu as une anecdote drôle à nous raconter sur ton travail? Drôle, non. Bien qu'on se marre pas mal parfois. Non, après, c'est plus des fois... Enfin, nous, si tu veux, quand on parle de couleurs et tout, c'est un peu lunaire. Je pense que si on parlait des couleurs comme ça devant les gens, ils nous prendraient un peu pour des zinzins. Mais je sais pas, par exemple, tu vois, on va avoir un rouge... on va se dire, il est pas un peu trop jaune ce rouge ou un peu trop bleu? Enfin, tu vois, c'est le genre de questions que chez nous, quand on parle de ça, c'est débile, mais ça permet de parler des vraies couleurs. Après, il y a aussi des trucs genre où des fois, tu vois, on reçoit on a imaginé un modèle et on reçoit le proto du fournisseur et c'est horrible et on dit que ça va être une catastrophe et tout. Et en fait, il se trouve que c'est la meilleure vente, tu vois, en magasin. Donc ça, genre de truc, t'es hyper deg parce que ça, les trucs trop beaux que tu fais, personne les achète, mais bon. Même si tu es au début de ta carrière, c'est quoi pour l'instant ton plus beau souvenir?
Bah, en fait, j'ai envie de te parler d'un truc qui est dans mon travail, mais pas vraiment. Enfin, c'est un truc, si tu veux, ils organisent tous les ans une soirée de Noël. Et bon, là, il se trouve que pour des questions de restrictions budgétaires et tout, on ne pouvait pas avoir un grand lieu comme ils font d'habitude, parce que d'habitude, ils voient toujours ça en grand et tout. Et du coup, ils ont voulu l'organiser au siège. Donc, il fallait un peu décorer la salle et tout, gérer un peu toute la journée, tout le repas et tout ça. Je m'en suis chargée, donc avec mes collègues et tout, on s'est un peu occupé de ça. Et j'ai adoré le faire. On a tout imaginé, les décors qu'on allait mettre où. Et c'était hyper cool, parce qu'en fait, c'était pour notre entreprise, c'était pour que tout le monde passe un bon moment. Le but, c'était quand même tu vois, la soirée de Noël, ça doit être beau, ça doit être un peu magique. Et là, le but, c'était de les faire rester au siège, mais en même temps, de les emmener quand même ailleurs. Tout le monde nous a dit « Waouh, c'est un truc de ouf !» Enfin, tu vois, c'était dans notre cantine, on a réussi à la transformer et tout. Tout le monde était là « Waouh, mais c'est fou ce que vous avez fait, on dirait pas qu'on est là. » Enfin, et en fait, c'était plus un moment cool au point de vue humain que dans mon travail vraiment. Et puis, il y avait quand même une grosse part de création derrière, parce qu'on me donne un espace vide, on me dit « Vas-y, t'as tant de budget, tu fais ce que tu veux pour le décorer et pour le rendre waouh. » On en revient à la décoration d'intérieur. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai. Bon, après, moi, j'aime bien tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir ? De trouver une marque vraiment dans laquelle je me retrouve, mes critères, mes valeurs, dans laquelle voilà, je sois heureuse de vraiment travailler à 100%, de me donner, qu'il soit une marque qui soit heureux aussi de recevoir mes propositions, tu vois, qui sache profiter du potentiel de ses équipes. Après, tu vois, je sais pas si je vais faire ce métier toute ma vie. Je pense que c'est quelque chose qui peut être assez redondant et voilà. Je sais pas si c'est la marque pour laquelle je travaille actuellement qui me fait dire ça ou si c'est le système général de la mode. Pourquoi pas, peut-être un jour être prof ou alors faire quelque chose en rapport avec les gens aussi, j'aimerais bien. Pas mal, déjà. Ouais, Tout ça. Et bah, merci beaucoup, Cindy, d'être venue répondre à nos questions et d'être venue parler de ton travail. Et bah, de rien, c'était avec grand plaisir. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je suis très contente de la générosité dont Cindy nous a fait part dans cette rencontre, et vous l'aurez remarqué, on se connaît quand même depuis quelques années. Toutes les artistes dont on parle sont à retrouver dans la description de ce podcast, ainsi que l'Instagram de Cindy, et nous avons publié des photos de son travail sur notre Insta. Et si vous aussi vous faites un métier dont on ne parle pas assez, n'hésitez pas à nous écrire. En attendant, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, et n'oubliez pas de laisser un brin de pensée dans l'espace commentaire.